Bienvenue dans la partie 4 de l'analyse de la physique de la conscience. Donc voilà, on a vu dans la partie 3 qu'il y avait certaines innovations intéressantes qui vont arriver lorsqu'on aura maîtrisé la gravité. Et on a discuté aussi, on a analysé le point de vue de Nassim Haramein sur l'intelligence artificielle. Donc là, ben, on va écouter le reste de cette vidéo sur ce que va dire Nassim Haramein et on se retrouve tout à l'heure pour analyser ce qu'il a dit dans cette vidéo et voir interpréter d'un point de vue spirituel, voilà, et de faire le lien entre la spiritualité et la science et la physique unifiée. Voilà, à tout à l'heure. Mais le plus important, c'est que la compréhension de la théorie et de la physique derrière cela est déjà présente. Ça veut dire qu'on commence à réaliser que les particules ne sont pas juste situées dans une sorte d'espace vide, mais qu'elles sont en réalité dans un champ avec lequel elles interagissent. C'est une découverte fondamentale qui rendra toutes ces choses possibles. C'est aujourd'hui une réalité et c'est de plus en plus accepté par la communauté standard de la physique. Et elle est composée de tellement de gens intelligents. C'est pour bientôt. Nous sommes sur le point d'y arriver. L'extraction de l'énergie depuis l'espace, c'est déjà fait. Et le public y aura bientôt accès. Le contrôle gravitationnel est pour bientôt aussi. Quand pensez-vous que l'humanité sera en mesure de coloniser un autre système solaire? Car aller sur la Lune est une chose, mais aller plus loin, c'est autre chose. J'aimerais juste dire une chose à tous ceux qui aiment me contredire, pour tous les physiciens qui me balancent des tomates à la figure. Dans le fond, ça ne me dérange pas, car je suis italien et je peux faire de bonnes sauces avec des tomates. Mais vous savez, même quand les frères Wright ont réussi à faire voler un avion, et je ne parle pas du premier avion, car il y avait d'autres personnes en Europe qui travaillaient sur des projets similaires. Mais pendant près de 10 ans, il y a eu un tas d'articles en physique qui furent publiés et qui prouvaient que sans l'ombre d'un doute qu'une telle chose était soi-disant impossible. Ils disaient que c'était un canular. Donc ça peut prendre un certain temps avant que certaines personnes finissent par comprendre ce qui est réellement possible. Alors, combien de temps cela prendra-t-il avant que l'on puisse envoyer des êtres humains jusqu'au système de l'Alpha du Centaure? Jusqu'à l'alpha du Centaure, je pense que ça risque de prendre un peu plus de temps, car nous devons d'abord apprendre à ouvrir des trous de verre. Ça semble être un sacré problème à résoudre. Oui, mais la physique existe déjà pour ça. J'aimerais juste préciser que quand je parle de trous de verre, c'est quelque chose qui fait déjà partie des prédictions des équations de champ d'Einstein. C'est aussi largement confirmé par l'observation de ces phénomènes, ce qui signifie que les équations de champ d'Einstein ont pu largement être observées dans leur forme classique. Mais jusqu'à récemment, il nous était enseigné qu'il était impossible d'ouvrir des trous de verre et de voyager en les traversant, car l'énergie requise pour le faire nous était inaccessible. Mais maintenant que nous avons découvert qu'il existe ce champ d'information, qui est aussi un champ d'énergie, L'énergie du point zéro. il y a toute cette énergie, et la densité de ce champ est tellement élevée. De nos jours, la physique confirme que nous pouvons ouvrir des trous de verre si nous pouvons puiser dans ce champ d'énergie. C'est pourquoi des personnes telles que Sonny White de la NASA et bien d'autres travaillent littéralement sur les moteurs à distorsion en ce moment même. C'est incroyable quand on y pense. Cela est rendu possible car ils peuvent voir à travers la physique et les mathématiques que la possibilité existe. La NASA travaille donc sur des moteurs à distorsion? Un moteur à distorsion permettrait d'ouvrir un trou de verre, puis de l'envoyer à travers l'espace sans être limité par la vitesse de la lumière. Absolument. Et cela en utilisant l'antigravité. Oui, en utilisant le contrôle de la gravité. Mais cela prendra probablement un certain temps avant que nous n'atteignions le niveau d'expertise requis afin d'être en mesure de vous rematérialiser correctement une fois que vous aurez atteint l'autre côté du trou de verre. Il faut déjà faire en sorte que toutes vos molécules arrivent au bon endroit au bon moment. C'est donc comme de la téléportation. C'est ça. Vous nous dites donc que quand nous entrons dans un trou de verre, nous disparaissons totalement? Eh bien, vous pouvez voir cela comme... En fait, c'est là que la théorie standard ne s'applique plus pour expliquer ce qui se passe dans ce cas. C'est pourquoi la nouvelle théorie émergente nous dit que toutes les particules dans l'univers sont toutes connectées entre elles. C'est de plus en plus accepté. L'un des meilleurs théoriciens de la planète a proposé la théorie intitulée ER égale EPR. C'est une théorie de Leonard Susskind, de Montesinos et d'autres personnes. Elle nous montre que vous pouvez écrire la physique d'une façon qui relie les particules intriquées. Et cela a été mesuré en laboratoire. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'intrication quantique, l'intrication signifie que deux particules peuvent être intriquées ou connectées entre elles d'une façon qui fait que si vous modifiez l'état d'une particule, l'autre change d'état instantanément. Et ce, peu importe la distance qui les sépare dans l'espace. Si vous faites quelque chose à l'une des particules, l'autre changera en conséquence, car leur état est dépendant l'une de l'autre. Ça veut dire que si vous changez le spin d'un proton d'un côté, le spin du proton situé de l'autre côté changera aussi. Exact. Peu importe la distance entre eux, et on commence à pouvoir le faire avec des objets macroscopiques tels que des diamants. Donc, si vous envoyez un laser sur l'un des diamants, l'autre commencera à vibrer comme si le laser l'atteignait également. En plus, il n'y a aucun décalage, ni aucun délai. Peu importe la distance qui les sépare, c'est instantané. Quand vous en modifiez un, vous modifiez l'autre. Si c'est instantané, ça signifie que l'information voyage plus rapidement que la vitesse de la lumière. C'est la raison pour laquelle la théorie de la mécanique quantique et la théorie de la relativité ne correspondent pas vraiment. Mais c'est la beauté du point de vue qui commence à émerger. Vous savez, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions, mais en voyant les choses sous un autre angle. ER égale EPR. ER correspond au pont Einstein-Rosen, donc
lumière correspond à Einstein, Podolsky et Rosen, donc à l'intrication au niveau quantique. En gros, ça dit que des particules peuvent devenir intriquées ou connectées via des trous de verre. Waouh! Basiquement, c'est de la relativité appliquée à un niveau quantique. Vous voyez, c'est pourquoi il est important de pouvoir unifier la physique. Donc, l'intrication des particules serait une preuve de l'existence des micro-trous de verre? Oui, les micro-trous de verre qui connectent les choses entre elles. Ce qui fait que quand nous traverserons des trous de verre, et maintenant que nous savons grâce aux équations que tout est connecté, ça signifie que nous disloquerons toute l'information du vaisseau, de ce qu'il contient et de vous-même, puis que nous la propulserons à travers le réseau de trous de verre de l'univers pour finir par vous reconstruire une fois que vous serez arrivé de l'autre côté. On pourrait se rendre dans une galaxie située à des milliers de milliards d'années-lumière de la nôtre. Est-ce qu'on doit appeler ça voyager dans un trou de verre ou de la téléportation? Quelle est la différence? Vous pouvez voir cela comme de la téléportation, mais ça dépend de ce que vous entendez par téléportation. Ce qui me fait hésiter, c'est qu'il existe un langage spécifique en physique pour parler de téléportation. Et j'essaie de vulgariser les choses pour les rendre plus accessibles au grand public. Mais basiquement, disons que c'est comme désassembler l'information que vous êtes, puis de la réassembler de l'autre côté, une fois qu'elle sera passée au travers du réseau de l'univers. Voilà, on va s'arrêter sur cet extrait qu'on vient de voir. Et donc, pour moi, il y a deux choses importantes. C'est qu'il dit dans cet extrait qu'ils sont capables d'extraire l'énergie libre donc du vide quantique. Ils ont trouvé la technologie pour extraire cette énergie libre. Et donc c'est très important parce que pour moi, c'est ce qui va remplacer l'énergie fossile. Et c'est ce qui va remplacer même l'énergie électrique pour pouvoir alimenter tous nos appareils. Et donc il dit même que ça va être bientôt accessible à Monsieur Tout-le-Monde et donc on va pouvoir l'utiliser. Et à partir du moment où on pourra utiliser ça, l'énergie va devenir gratuite. Et fera tomber le système où on est obligé de payer pour avoir de l'essence. On le voit bien là en ce moment, l'énergie fossile, les prix sont les plus élevés, ils n'ont jamais été aussi élevés. Et donc, vivement cette période où on peut extraire l'énergie libre, quoi, et alimenter nos futurs appareils qui nous permettront de nous transporter, ou même les appareils électroménagers. Voilà. Et c'est donc, en fait, ça prouve aussi que les énergéticiens qui puisent cette énergie libre, en fait, qui reçoivent cette énergie libre dans le vide quantique de l'univers, et qui la retransmettent à leur receveur, et voilà, ça prouve que ça existe et que c'est pas des choses qui sont surnaturelles, qui viennent de nulle part, de notre imaginaire. En fait, ça existe, voilà, ça prouve scientifiquement que les énergéticiens sont capables de recevoir ou de puiser l'énergie libre pour les redonner à une autre personne. Et donc, d'un point de vue santé, en fait, on va être capable, alors je ne sais pas quelle technologie ils ont trouvé, mais par cette technologie, de pouvoir puiser cette énergie libre et de se l'approprier pour notre corps. Et donc, du coup, de guérir, d'activer notre système d'auto-guérison et de pouvoir vivre en meilleure santé et d'éliminer toute cette chimie qu'on nous donne via les médicaments. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de médicaments, et donc du coup, en puisant dans cette énergie libre, on sera en bonne santé. Et donc, en fait, il y a des gens qui le font déjà, hein. Donc, les énergéticiens le récupèrent pour la transmettre à d'autres personnes, mais il y a des gens qui le font déjà pour eux. Voilà, c'est les moines bouddhiques, c'est des personnes qui viennent puiser dans cette énergie libre. Donc, ce qu'on appelle aussi le prana, voilà, dans la culture hindoue, on va chercher le prana pour se l'approprier et l'utiliser dans notre système énergétique. Voilà. Donc en fait, ces personnes qui font ça, ils ont moins besoin de manger aussi, de nourriture physique. Et donc ces personnes qui arrivent à faire ça pour se l'approprier pour eux, elles consomment moins. Elles consomment moins de nourriture. Donc tout ça va dans le bon sens, meilleure santé, système d'auto-guérison, système immunitaire qui s'accroît, et puis moins de nourriture, ce qui fait que il y aura moins de production à faire aussi à l'avenir dans les nourritures. Voilà, donc tout ça va dans le bon sens et en fait corrobore ce que les thérapeutes et énergéticiens font déjà. Voilà. La deuxième chose,
c'est qu'il explique en fait le système d'intrication et le système de trous de verre. Voilà, ça a été prouvé scientifiquement que quand on modifie les caractéristiques d'une particule à un endroit de l'univers, eh ben, il y a un impact sur une autre particule qui se trouve bien plus loin dans une autre galaxie de l'univers. Et donc ils ont prouvé scientifiquement cela. Et donc ça aussi, ça prouve que l'esprit est capable, on est capable en fait par nos pensées positives, euh, de changer dans le bon sens ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe sur la Terre. En fait, toutes nos actions qu'on réalise, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, a un impact ailleurs dans l'univers. Tout est question d'équilibre en fait. Tout est question d'équilibre. Donc du coup, ce qu'on fait, nos actions, nos pensées positives, si elles sont bonnes et nos actions sont bonnes, eh ben, ça va aller dans le bon sens de l'autre côté de l'univers ou sur la Terre en fait. On a un impact à nous, à notre niveau, sur l'univers et sur la Terre. Donc voilà. Donc en fait, quand on prend conscience de cela, ben, du coup, ça permet de faire attention à ce qu'on fait et ben, de plutôt être créé dans le positif, faire des actions positives, avoir des pensées positives, ce qui fait que ben, en fait, on va pouvoir faire bouger notre monde en fait. Si on sait que ce qu'on pense, ce qu'on fait, les actions qu'on fait, ben, même si elles sont toutes petites, et ben, en fait, créer une intrication ailleurs sur la Terre et va peut-être donc permettre à une autre personne ben, de faire le bien, le positif et penser positivement. Donc en fait, on est tous acteurs du changement de notre planète et de ce qui se passe dans l'univers. Voilà, parce qu'on est tous interconnectés, on est tous unis. Et voilà, ben, plus il y aura des personnes dépressives et plus le monde va aller mal. Plus les personnes vont être dans le négatif et plus le monde va aller mal. Et au contraire, plus les personnes vont être dans le positif et dans l'action positive et plus le monde va aller bien. Voilà, ça corrobore toutes ces théories. Voilà, sont corroborées par cette intrication, ce qu'on appelle l'intrication entre deux molécules qui se trouvent très éloignées l'une de l'autre. Voilà. Donc on va écouter la suite de la vidéo de Nassim Haramein et on revient tout à l'heure pour analyser tout ça. Mais nous pourrions imaginer que cela puisse se faire, car ce que vous êtes, c'est de l'information dans la structure de l'espace. Et l'univers se met constamment à jour à travers vous. À chaque seconde de Planck, vous informez l'univers de votre expérience. Vous pouvez donc voir cela comme si vous étiez là, sans vraiment être là. Vous êtes ici sans vraiment l'être. Laissez-moi vous expliquer ça plus simplement. Je vais vous donner un exemple via un calcul simple que vous pourriez faire à l'école. Disons que vous voulez savoir combien de temps il faudra à votre main pour aller d'un point A à un point B. C'est très simple. Elle commence au point A, elle se rend au point B, et vous calculez le temps qu'il lui aura fallu pour s'y rendre. Est-ce que ça se passe comme ça en réalité? Pas du tout. Si vous essayez de faire de la vraie physique, si vous voulez être vraiment honnête sur ce que vous mesurez, vous avez un gros problème. Car pendant que votre main se déplaçait du point A jusqu'au point B, la Terre était en train de tourner. Vous devez donc ajouter cette vélocité dans le mouvement de votre main, et ça tourne très vite. Mais la Terre tourne également autour du Soleil, n'est-ce pas? Vous devez donc prendre aussi en compte cette vélocité, car pendant que votre main se déplaçait dans l'espace, elle se déplaçait pendant que la Terre tournait sur elle-même et autour du Soleil. Puis le Soleil se déplace à 300 km par seconde dans la galaxie. Vous devez donc ajouter ça aussi. Mais la galaxie tournoie autour d'un cluster. Soudainement, vous vous rendez compte que votre main se déplace à des millions de kilomètres par seconde. Et à force d'ajouter une vélocité après l'autre, vous finissez par atteindre la vitesse de la lumière. Donc, que se passe-t-il? Et que fait votre main? De votre point de vue, elle se contente de bouger à la vitesse qu'on vous a enseignée à l'école. Mais du point de vue de l'univers, que fait l'univers quand il bouge? Est-ce que le mouvement existe réellement? Pas vraiment. Donc, la seule conclusion que vous pouvez obtenir, c'est que votre main se désassemble puis qu'elle se réassemble. Elle se défait puis se refait. Il y a votre main, puis un vide, et revoilà votre main, puis c'est le vide, et ainsi de suite. Tout ça se produit comme une suite d'images à l'échelle de Planck. Et ça se produit très très vite. C'est exactement comme un film dont la succession d'images statiques crée l'illusion du mouvement. Mais ce ne sont que des images qui défilent sous la lumière et à une vitesse suffisante afin que vous ne puissiez pas voir la discontinuité. Donc, nos corps disparaissent puis réapparaissent à des intervalles de Planck, et cela sur des millions de kilomètres dans l'univers, c'est bien ça? Exactement. Maintenant reprenons ce concept. Imaginez ce qu'il se passe à l'échelle de Planck. Ça se décompose et se récompose très très rapidement. Mais il se passe exactement la même chose à l'échelle biologique. C'est ce que vous faites en ce moment même. La version de vous d'il y a un mois n'a plus rien
rien à voir avec celle que vous êtes aujourd'hui. Vous avez entièrement refait votre foie, vous avez refait votre sang énormément de fois, vous avez aussi refait votre peau, et en seulement 3 ans, vous aurez refait tout votre corps. Donc vous vous décomposez, puis vous vous réassemblez constamment, et ce à chaque seconde. Maintenant que vous avez compris que l'on se décompose et que l'on se recompose constamment, vous comprendrez aussi que premièrement, je peux me recomposer légèrement différemment d'avant, si je souhaite changer par exemple, mais je peux aussi défaire ma main ici et la refaire là-bas, et ce, sans même avoir à créer les images intermédiaires entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui nous permettra de voyager à travers l'espace entier. C'est stupéfiant. Mais si vous faites ça, n'oubliez pas votre corps avec vous, sinon vous aurez des surprises. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que vous pouvez vous recomposer d'une manière différente. Vous pouvez changer votre apparence physique et vous pouvez modifier votre biologie. Voici maintenant une dernière question. Pouvons-nous entraîner notre corps afin qu'il puisse guérir de n'importe quelle maladie et ralentir le vieillissement? Un peu comme Wolverine des X-Men. En fait, je n'y ai jamais vraiment pensé, mais je peux entrevoir comment ça pourrait se faire. Donc oui, je pense que c'est possible. Pourquoi votre corps se recompose-t-il toujours de la même façon? C'est dû au fait qu'il y a de la mémoire stockée dans la structure de l'espace. Maintenant, si votre conscience qui interagit avec l'espace, c'est aussi l'interaction de cette mémoire dans l'espace, ça voudrait dire en théorie que vous pourriez avoir le contrôle de l'information qui sera mémorisée. Et si vous changez ce qui sera mémorisé, alors vous devriez avoir une corrélation directe avec ce qui se passe quand le corps se recompose. Donc s'il se recompose sans cesse avec une tumeur au foie par exemple, vous pourriez très bien refaire votre foie sans aucune tumeur. Les gens font ça tout le temps. En réalité, 30% de la population fait ça tous les jours. Ils appellent cela l'effet placebo, ou encore les rémissions ou les guérisons spontanées. De nos jours, il y a un grand nombre d'études qui sont effectuées afin de vérifier quel est l'impact de la conscience sur la nature de la réalité et sur notre propre corps. Et ces études démontrent clairement que nous possédons tous la faculté de modifier le monde matériel. Vous pouvez même influencer des ordinateurs ou des générateurs. Vous asseyez quelqu'un devant un générateur et vous lui demandez de l'influencer. Ça existe. Je ne parle pas d'un de ces gourous que l'on peut voir en Inde ou de ceux qui auraient des facultés psychiques. Vous parlez des gens ordinaires. Vous pourriez aller cueillir n'importe quelle personne dans la rue, vous la mettez devant un ordinateur et vous lui demandez de l'influencer par l'esprit et elle pourrait le faire. Donc là, on vient de voir le dernier extrait de la partie 2 de la conscience de la physique de Nassim Haramein. Et donc là, il y a un point très important qu'il aborde, c'est le fait qu'on est capable de s'auto-guérir et que la conscience a un impact sur la matière. Donc pour lui, c'est les rémissions ou les guérisons miraculeuses qu'on peut voir sur des longues maladies, que le patient se croit condamné et que miraculeusement, du coup, il s'auto-guérit en fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe si on prend l'exemple de la tumeur au niveau du foie, comme Nassim le dit dans sa vidéo? En fait, il faut savoir que le foie, c'est le foyer de la colère. Et donc émotionnellement, si un patient a une tumeur au foie, il a vécu des situations qui ont amené une très grande colère en lui. Et donc s'il prend conscience à un moment donné que cette colère vient de telle ou telle situation et qu'il arrive à se nettoyer de cette colère, il y a de fortes chances qu'il puisse quantiquement, donc d'un point de vue quantique, l'infiniment petit, et énergétiquement d'un point de vue éthérique, régénérer énergétiquement son organe, le foie, et donc qu'il y ait un impact dans la matière, c'est-à-dire que le foie se régénère sans la tumeur. Et donc ça, ce qu'il vient de dire là, Nassim Haramein, ça corrobore tous les thérapeutes quantiques, les thérapeutes, ça crédibilise en fait tous les thérapeutes quantiques et donc la chirurgie quantique, qui ont des méthodes pour moi de la médecine de demain, qu'on verra dans les années à venir. Et donc voilà, donc en fait il prouve que l'esprit, il dit même que l'esprit, la conscience a un impact sur la matière. Voilà ce qu'il dit principalement dans cette vidéo, dans ce dernier extrait. Et donc en fait, pour moi, ça prouve scientifiquement que les thérapeutes quantiques, chirurgiens quantiques, quand ils vont intervenir d'un point de vue éthérique, tout ça, qui font leur reprogrammation, de leur déprogrammation et leur reprogrammation d'un point de vue quantique pour soigner les personnes pour tel ou tel mot du corps, et en fait, voilà, ça prouve ça et ce qui se passe au niveau de la conscience, quoi. Donc, alors, par contre, le thérapeute quantique, quand il fait de la chirurgie quantique, il fait le boulot d'un point de vue énergétique et quantique sur la personne, mais il faut aussi que la personne, elle, prenne conscience à un moment donné
via les discussions qu'elle aura eues avec le thérapeute quantique, de ce qui l'a amené à avoir ce problème-là, quoi, au niveau du corps physique. Si elle n'en prend pas conscience, peu importe ce qu'aura fait le thérapeute quantique euh, dans la chirurgie quantique qu'il aura faite, ça reviendra, quoi. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait cette prise de conscience et ce déclic qui se fait d'un point de vue quantique pour que la personne puisse s'auto-guérir. Voilà, donc là on a fini avec les vidéos sur la physique de la conscience qui permettent de prouver que la spiritualité, pour moi, la spiritualité, donc tous les médiums, tous les thérapeutes énergéticiens, tous les thérapeutes quantiques, en fait, ils font de la science, en fait. Et ça existe et ça la crédibilise via les travaux de Nassim Haramein. Alors, vous pouvez, si vous êtes intéressé, retrouver ces travaux sur son site internet résonance-science.org, où vous verrez tous les modules qu'il a mis. Il y a 7 modules sur ces travaux. C'est gratuit. Il y a juste à s'inscrire, à créer son compte et on a accès aux 6 modules. Alors bon, il faut quand même un niveau scientifique, mais si vous allez être intéressé de découvrir ces travaux, c'est que vous avez un, comment dirais-je, un niveau scientifique suffisant pour les comprendre. Ça va vous attirer, donc vous avez forcément ce niveau physique. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. On se retrouve sur des prochaines vidéos, notamment le prochain sujet qui vient là en tête et que je vais développer, c'est la médiumnité. En fait, on est tous médiums. Voilà. Et donc je vais développer ça dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de très belles vibrations de lumière universelle.